Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Suzanne. Bonjour Suzanne. Bonjour Vincent, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Suzanne, on se connaît depuis un certain nombre d'années. On a suivi une formation ensemble à Londres il y a 5-6 ans peut-être. Je ne sais plus. Oui, c'est 4 ans, je ne sais plus exactement. Ouais. Exactement. Et donc, j'aimerais que tu puisses te présenter à mes auditeurs, qui tu es, aussi tout ce que tu fais avec BeCompanion, puisque ton activité est le sujet du podcast d'aujourd'hui, médiation et coaching d'équipe. Je te laisse la parole. Voilà, merci Vincent. Oui, j'ai fondé BeCompanion il y a 9 ans. Avant, j'ai travaillé comme directrice d'école, disons. Et j'ai fondé BeCompanion parce que je me suis toujours intéressée à la collaboration des gens et à la communication et au conflit. Comment est-ce qu'on peut résoudre le conflit avec une autre communication et qu'est-ce qu'il faut pour résoudre le conflit? Parce que parfois, c'est pas la communication, parfois, c'est autre chose. Et donc, je travaille avec des entreprises, des organisations, des écoles, le secteur public pour accompagner les gens, les teams dans leur collaboration, en gros. Super. Ouais. Et donc, alors moi, c'est un sujet qui m'intéresse, le coaching d'équipe, parce que c'était pas dans mon portefeuille d'activité. Si tu regardes sur le site internet, il n'y a pas coaching d'équipe. Et pourtant, en fait, j'ai fini par en faire parce que c'est ce que le client a demandé, ou bien je m'aperçois que c'est une formation avec un team, et puis il y a un problème avec l'équipe. Donc, quand on parle de coaching d'équipe, alors ouais, on va peut-être distinguer coaching en équipe et coaching d'équipe, parce que je crois qu'il y a des petites différences avec ça. Donc, peut-être que ce serait effectivement utile qu'on définisse un petit peu les choses. Alors, pour toi, le coaching d'équipe ou le coaching en équipe, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Oui, alors le coaching d'équipe, c'est juste regarder les rôles des gens, les processus, la structure, qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour être plus efficace, euh, pour mieux communiquer, peut-être aussi pour clarifier des choses, des malentendus. Et quand il y a des conflits, c'est souvent, je parle plus de médiation parce que c'est d'abord il faut résoudre le conflit. Et on ne sait pas pourquoi il y a un conflit et pourquoi c'est arrivé. Et le coaching en équipe ou le coaching d'équipe, c'est plus général de regarder la collaboration. D'accord. Ok. Oui, donc la médiation, tu le vois comme un outil de résolution d'une situation qui empêche la collaboration, mais c'est pas la seule raison pour laquelle l'équipe pourrait ne pas collaborer. Mm-hmm. Oui, c'est cela. D'accord. Donc on peut t'amener, un client va te contacter parce qu'il y a un problème dans l'équipe, et donc si je comprends bien, l'attitude de base, l'approche de base, c'est une approche de coaching d'équipe. On regarde l'ensemble de l'équipe, comme tu as dit, ses processus, la culture de l'équipe ou de l'entreprise, les différents membres, et puis peut-être qu'il va s'avérer qu'il est possible de devoir faire une médiation parce que le problème de collaboration, c'est un problème de conflit avec certains membres de l'équipe, par exemple. Mm-hmm. Oui, ça dépend. Chaque cas est différent, je dois dire. Et d'abord, j'écoute pourquoi on m'appelle. Et parfois, c'est vraiment une crise où les gens sont bloqués, ils ne parlent plus ensemble. Et où il y a un conflit qui dure déjà depuis longtemps et on ne sait plus quoi faire, on a tout essayé et rien ne marche. Donc, d'abord, c'est aussi une question, est-ce que les clients parlent de conflit ou est-ce qu'ils parlent de problème? Et
j'utilise le langage de mon client parce que il y a des gens qui disent ou qui ne veulent pas parler de conflit au début. Et je crois qu'il faut un peu voir qu'est-ce qui est la raison, ou quelle est la raison pourquoi le client m'appelle et où est-ce qu'il veut arriver. Quel est le but? Et parfois, on parle tout de suite de médiation. Et par exemple, dernièrement, j'ai eu une médiation dans une clinique privée. Et là, on parlait, le client m'appelait et disait, on a besoin d'une médiation. Et c'est complètement différent que quand un client m'appelle et me dit, on a un problème ou on a l'impression qu'on pourrait mieux faire. C'est complètement différent. Et là, je parlerai plutôt de team coaching et peut-être après un moment, on réalise, il y a un conflit. Peut-être il faudrait aussi faire d'autres interventions. Et la médiation, c'est quelque chose qui est clairement défini dans le processus. Il y a certaines phases. Et un team coaching, ce n'est pas très clair et pas très défini. Ça peut être beaucoup plus ouvert, mais parfois il y a aussi des choses, des méthodes de la médiation qui sont présentes dans le team coaching, ou il y a des méthodes de team coaching qui sont présentes dans la médiation. Ça peut se mélanger. Donc en fait, alors les deux sont, le but des deux, c'est l'efficience ou la santé de l'équipe. Le but des deux. Mais il y en a un qui est très général et qui n'est pas très structuré, le team coaching. Et de l'autre côté, on a une approche qui est un peu plus spécifique, mais aussi un peu plus structurée, qui répond plus à des dynamiques de conflit ou de désaccord ou de différences interpersonnelles au sein de l'équipe. Ou alors, est-ce que ça t'arrive aussi de faire entre équipes, par exemple, deux équipes dans une entreprise qui ne s'entendent pas, et dans ce cas-là, il faut faire une médiation en équipe, ça existe, ça? Oui, ça existe aussi. C'est d'ailleurs, ça arrive assez souvent aussi entre plusieurs personnes dans une organisation qui doivent travailler ensemble, ou des project teams, des teams de projet, ou aussi même entre deux entreprises ou public-private partnership projects. Ça peut être très différent. Ouais. Je voulais revenir à quelque chose que tu as dit qui m'a frappé. Tu as dit, j'écoute ce que dit le client et j'utilise son vocabulaire, je m'adapte à son vocabulaire. Et ça, c'est une approche qui est très, très développement organisationnel. On dit meet them where they're at. Ça veut dire ne pas imposer son vocabulaire ou son expertise au client en lui disant d'un ton très, très sérieux, oui, ce que vous décrivez est un conflit, vous devriez dire que c'est un conflit, mais ça, c'est plutôt la posture du consultant de base, je dirais. Mais si j'ai bien compris, toi, tu dis, en fait, j'utilise son vocabulaire pour mieux comprendre comment lui, il voit la situation, parce que comprendre cette situation-là, ça va m'aider à identifier les différentes méthodes que je vais devoir utiliser pour résoudre. C'est correct? Oui, c'est cela. Et au début, comme tu as dit, je dois faire le chemin avec le client. Si je le perds, je peux partir. Je ne sers plus à rien. Et parfois, au début, il ne veut pas encore voir qu'il y a un conflit ou que ça peut faire quelque chose avec, ou faire quelque chose avec l'organisation, parce que l'organisation est très importante dans une entreprise. Et parfois, une organisation qui n'est pas très utile au marché, par exemple, qui ne répond pas aux besoins de l'entourage et du marché, peut causer des conflits dans l'entreprise, mais faire le lien, c'est parfois très difficile pour un client qui par exemple, qui travaille sur un marché, qui vend des produits. Et voir cette connexion, c'est parfois très difficile. Souvent, quand les gens ont des conflits, on dit oui, ils ne communiquent
pas bien, ils ont des problèmes entre eux, c'est le caractère. Oui, ça peut aussi jouer un rôle, mais parfois c'est plus complexe. Parfois Mais ça pas que. rajoute, oui, le caractère ou le comportement des gens rajoute quelque chose à la difficulté organisationnelle. Mhm. Donc, souvent, il n'y a pas une analyse qui est vraie et que je dois prononcer et qui aide, mais c'est plutôt aller regarder sur le champ qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui aide et qu'est-ce qui produit vraiment un changement. Mhm. Et je ne peux pas le prédire au début. C'est intéressant parce que de nouveau, donc c'est aller sur le terrain, aller peut-être interroger des gens, faire des entretiens, peut-être même aller faire, comme tu disais, des visites chez le client avec un agent technico-commercial pour se représenter ce qui se passe vraiment. C'est intéressant parce que du coup, c'est une approche qu'on pourrait appeler systémique. Hein. Dire on Mhm, va regarder l'ensemble du système. Et c'est vrai que quand on est appelé pour mon équipe XY est pas efficace, il se comporte pas bien, on aurait tendance à dire, OK, le client a fait son travail de diagnostic et donc, on va organiser une formation en communication. mhm. Et ce que tu dis, c'est, bon, le client a fait son travail, mais il a fait son travail de son point de vue à lui. Voilà. Moi, mon rôle, c'est d'ouvrir le champ de l'investigation, puis dire, OK, alors, certes, vous avez fait le travail, il y a des problèmes de comportement, mais finalement, qu'est-ce qui provoque ces problèmes de comportement? Donc, c'est aussi de faire des analyses qui sont plus profondes que simplement s'arrêter à la première analyse, parce que comme tu l'as dit, le problème de comportement de l'équipe, c'est peut-être parce ils sont mis sous pression tout le temps, parce que la clientèle n'est pas la bonne, ou les contrats sont mal faits, ou etc., etc. Et après, Mhm. on va pouvoir analyser les choses plus en détail, plus profondément, et donc trouver les vraies causes du souci. Alors que si on donne la fameuse formation en communication, 6 mois plus tard, la situation aura pas changé. Voilà. Et mon but, c'est de créer une différence qui fait vraiment une différence à la fin. Mhm. J'aime bien ça. Et je commence avec des hypothèses et je fais une intervention et parfois ça aide, parfois on doit dire alors peut-être il y a autre chose ou faut regarder maintenant. Et il n'y a pas une solution et une vérité qui est là, mais c'est toujours une situation complexe et il faut Mhm. répondre à la complexité de la Mhm. situation. Ouais. Ouais. Et auditeurs qui nous écoutez, je vous rends attentif au vocabulaire qui est utilisé par Suzanne. Elle a parlé de complexité plusieurs fois. Et donc, dans une situation complexe comme celle qu'on décrit, on peut pas tirer de relations uniques de cause à effet. Mhm. C'est pas possible. Les systèmes complexes se comportent pas comme ça. Donc, en fait, c'est beaucoup plus utile, comme tu l'as très bien dit, hein, j'aime beaucoup ça, de faire des hypothèses, d'aller vérifier sur le terrain, d'aller tester ces hypothèses, voir lesquelles tiennent, lesquelles tiennent pas ou partiellement, et puis du coup aussi d'avoir peut-être une approche un tout petit peu plus multiple, avec plusieurs angles d'attaque, plutôt que d'avoir une grande intervention. On va former toutes les personnes de l'entreprise à la communication non violente, par exemple. Mhm. Euh, Ok, est-ce que c'est vraiment ça le problème? Eh bien, on ne sait pas. Donc, moi, j'aime bien cette idée d'approche. Il faut l'appeler multifacette, multi-angle, en tout cas avec plusieurs perspectives. Mm. Est-ce que tu as un exemple de situation dans lequel cette manière de voir les choses très diverse t'a aidé à trouver quelque part à aider le client à améliorer sa situation? Oui, alors j'ai accompagné une fois un département assez large d'une grande société internationale. Mhm, Ça a duré une année, je crois, à peu près, et on a commencé dans une situation de crise qui était assez prononcée, je dois dire. mhm, Et au début, c'était des entretiens, des dialogues, de la médiation entre les gens qui étaient concernés et mais le mandat a changé dans un mandat de réorganisation dans le sens que ils ont réalisé qu'ils pensaient et travaillaient trop dans des silos et qu'il fallait une manière plus agile de communiquer, de travailler ensemble dans les groupes et par exemple, on a commencé des stand-up meetings dans la matinée, qui étaient déjà hybrides avant Covid, et mhm, etc. Donc, il y a eu
des sortes d'entraînement aussi. Comment est-ce qu'on prend des décisions dans une si grande groupe de personnages qui est assez complexe aussi et qui ont des tâches à faire qui sont très difficiles. Comment est-ce qu'on prend des décisions, des entraînements de leadership aussi. Donc, le mandat a changé. Et je crois que parce qu'on a vraiment approfondi des choses qui étaient au début à la surface et on a regardé un peu plus proche pourquoi est-ce qu'il y a eu une crise si prononcée. Et donc à la fin, c'était plutôt un accompagnement de réorganisation organisationnelle. C'est de nouveau, hein, vous voyez comme je trouve intéressant ce que tu dis parce que tu es appelé pour une situation de crise. Bon, alors moi, si je suis le consultant de base, je dis OK, situation de crise, donc intervention de crise. Donc, je résous le problème qui est la crise. Voilà. Parce que cause à effet. Hein. Il y a une crise, ça c'est l'effet. Quelle est la cause? Il faut mieux... La première cause identifiée, c'était quoi d'ailleurs? Bon, c'était un abus de pouvoir, je dois dire. Ah, magnifique. Ok, parfait. Ouais. Et ça avait, comment dire, touché les relations entre les gens, c'est clair. D'accord. Il y avait des gens qui ne parlaient plus avec l'autre. Donc, il fallait d'abord réétablir les relations entre les personnages. Et la personne qui était au centre de cet abus de pouvoir n'était plus là, donc c'était plus facile à cause de cela, je dois dire. Ouais, et après, on a regardé un peu plus sur les causes. Pourquoi est-ce que c'était arrivé que c'était possible que personne avait interventionné ou avait interrompu cet abus de pouvoir avant? Et donc, il y avait plusieurs causes qui avaient mené à cette situation et qui avaient aussi des raisons dans la manière dans lesquelles les personnes avaient compris leur travail. Tu sais, travailler dans des silos et défendre mon terrain, etc. Ouais. C'est marrant parce que tu vois, tu es appelé pour une mission, ok, abus de pouvoir, alors la personne, mais ok, pour moi, si je suis consultant, on me dit abus de pouvoir, ok, c'est soit un coaching, soit un licenciement. Pour la personne. Ouais. Et puis voilà, merci beaucoup, bravo Monsieur Musolino, le coaching est fait, on a résolu le problème, et guess what, 6 mois plus tard, tu as une situation qui se reproduit, et là on va rengager un autre coach en disant le premier était pas bon, alors qu'en fait, comme tu l'as dit, il y a eu une analyse qui est plus profonde. Qu'est-ce qui, à ton avis, a fait que le client était prêt à entendre que, ok, certes, la personne qui a fait l'abus de pouvoir était plus là, mais qu'est-ce qui lui a fait comprendre qu'il y avait autre chose de plus profond? Comment est-ce que tu as fait pour lui expliquer ou le convaincre ou travailler avec lui pour qu'il prenne conscience qu'il y avait d'autres causes plus profondes? Donc là, il fallait beaucoup d'entretien avec le responsable du département et aussi une sorte de coaching avec lui pour comprendre la complexité de la situation. Parce que, en général, dans les grandes sociétés internationales, c'est pas vrai pour tous, mais il y a une vue très mécanique sur le monde. Il y a, comme tu as expliqué, il y a un événement et il y a une raison pourquoi c'est comme ça. Donc, vraiment ouvrir l'esprit sur la complexité de la situation, ça a beaucoup aidé à comprendre, oui, il faut peut-être faire autre chose aussi et réorganiser la manière dans laquelle on travaille. Ils ont fondé aussi des squads et oui, ils ont commencé à communiquer d'une autre façon. Ouais. Donc, parce que du coup, on pourrait se poser la question, mais quelqu'un qui voudrait rejoindre Bee Companion, il doit être expert en combien de millions de matières différentes? Parce que tous les sujets que tu as expliqués, tu as parlé de leadership, tu as parlé de formation, tu as parlé d'enquête, d'entretien, mais en fait, pour faire le travail que tu fais,
quels sont les 2, 3, 4 skills principaux, à ton avis, qu'il faut avoir? Comme consultant, comme moi, Oui. oui. Je crois qu'il faut d'abord être capable d'écouter et de vraiment écouter et de ne pas juste ah oui ça je connais ici c'est la solution pour votre problème. D'abord il faut vraiment bien écouter. Il faut avoir ça c'est pas oui bon il faut avoir une certaine expérience avec collaboration, de travailler dans une organisation. Je crois que mon expérience de directeur d'une école cantonale, ça m'a beaucoup aidé à comprendre combien il est exigeant d'être un leader d'une organisation. Et aussi, je crois qu'il faut avoir quelques bonnes formations en coaching et médiation et développement organisationnel. J'ai fait beaucoup de formations dans ma vie. Nous, on s'est connus lors d'une formation et ça n'arrête jamais parce que je veux tout le temps améliorer mon expérience, comprendre ou apprendre d'autres techniques, de méthodes. Donc, je crois qu'il faut vraiment être ouvert à apprendre et pas croire qu'on sait déjà tout. Je crois que cette attitude tue toute l'intervention d'un coach ou d'un consultant. Donc, écoutez, un peu d'expérience parce qu'il faut pouvoir faire résonner ce qu'on voit avec ce qu'on a vécu et puis donner cette information-là. Et puis la toolbox qui vient de la curiosité, comme tu disais, de cette envie d'apprendre. Ouais. D'accord. Ok. Au niveau des différents outils que tu utilises, que ça soit en team coaching ou en médiation, est-ce qu'il y en a un ou deux qui sont pour toi importants ou qui t'ont vraiment révolutionné la manière ta manière de travailler? Oui. Alors, il y a un qui apparaît très, très souvent dans mes workshops et c'est définir les rôles qu'on a et les attentes au rôle et ce que je crois que l'autre attend de moi. Parce que notre comportement est, est défini par ce que nous croyons que l'autre attend de nous. Et souvent, nous sommes faux. Nos attentes sont différentes de ce que l'autre attend. Donc, il y a un mismatching des attentes et des comportements. Et quand on définit ça et on exprime ça ouvertement, il y a parfois des petits miracles et les gens pensent, ah oui, pourquoi on n'a jamais parlé de ça avant? Parce que ce n'est pas défini dans la collaboration d'un team. On ne parle rarement des rôles et des attentes. Mais je le conseille à tous les leaders quand ils créent un nouveau team de d'abord commencer par ça et de dire comment est-ce que je comprends mon rôle que j'ai ici ou aussi de revenir à ça après 6 mois peut-être et dire est-ce qu'il y a eu un changement de nos rôles parce que ça peut changer dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est principal et qui crée le plus de malentendus qu'on peut s'imaginer. Et ça arrive aussi dans les team coaching et aussi dans la médiation. C'est souvent un tool que j'emploie. Et d'autre part, dans la médiation, ce qui est très différent, c'est que je dois être très ouverte comme médiateur. Si j'arrive avec un tool ou quelque chose que j'ai préparé, je réalise après 5 minutes, c'est pas nécessaire et c'est pas la bonne méthode parce que ce qui cause des problèmes, c'est complètement différent. Là, il faut avoir beaucoup plus d'ouverture que dans un team coaching où on peut préparer aussi selon le mandat. Tu parles d'ouverture. Est-ce qu'on pourrait parler d'humilité du consultant, en fait? Oui, c'est 100% ça. Oui, je souligne ce que tu dis.
Parce que c'est marrant, parce que dans la tête des gens, je pense qu'il y a des auditeurs qui ont dû se dire, attends, consultant, humilité. Normalement, j'engage un consultant justement parce qu'il sait et qu'il n'est pas humble. Ben, je pense que c'est une erreur. Je pense que Oui. il faut engager des consultants humbles qui sont capables de poser des questions, qui sont capables de s'émerveiller, qui sont capables d'être curieux, qui sont capables de vraiment être ouverts à la manière dont les choses sont faites. À part ça, c'est une difficulté pour moi, cette partie-là, Ouais. parce que j'ai toujours eu l'impression que ma valeur était essentiellement due à mes connaissances, à mon savoir. C'est pas toujours faux, mais il y a aussi beaucoup de situations dans lesquelles le fait que je sais me remettre en cause et remettre en cause mes valeurs ou mes croyances peut vraiment aider le client dans le chemin qu'il a à faire, quoi. Donc le consultant humble. Et j'ai eu une situation la semaine dernière avec un groupe dans une médiation et j'avais proposé de faire quelque chose, parler des valeurs qu'ils ont eues avant et ils m'ont dit non, ça ne marche pas maintenant. J'ai dit alors, oui, on fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et laisser tomber ce que je croyais pourrait être utile dans 3 secondes, c'est quelque chose qu'il faut être capable, sinon on ne sert à rien dans une médiation ou dans un team coaching. Oui. Il faut être très flexible. Oui. Ouais. Donc en fait, l'outil, un des outils, c'est cette idée de définition des rôles et des attentes. Et c'est marrant que tu en parles parce que du coup, il y a plusieurs fois dans les formations que je donne où, quand je dis aux gens, mais est-ce que vous avez jamais clarifié vos attentes avec votre équipe? Ils me disent, ben non, on n'a jamais fait. C'est évident, non? Je dis non, c'est pas évident, surtout pas. C'est la source de, comme tu l'as dit, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de et c'est marrant parce que quand moi j'étais manager, je le faisais pas non plus. J'ai jamais donné mes attentes à mon équipe. C'était ben oui, il a une description de poste, il sait quelles sont les attentes. Et c'est vrai que c'est tellement libérateur et tellement intéressant d'en discuter puis de s'apercevoir que les autres ont une vue des choses mais qui est complètement différente de la nôtre. Donc rôle et attente, c'est le premier. Tu as parlé de l'outil, quelque part, de la remise en cause en question du consultant, qui est capable, lui, d'être ouvert à un changement. Est-ce qu'il y a autre chose que tu vois d'important à avoir dans la caisse à outils? Je crois que c'est aussi toujours garder la distance du système, parce que un des plus grands avantages que j'ai envers le client, c'est que je ne fais pas partie du système. Je peux garder la distance et je peux apporter une vue d'extérieur. Et si je perds cette vue d'extérieur parce que je suis trop longtemps ou trop souvent chez eux, je ne sers plus à rien. Ouais. Comment tu fais ça? Parce que, alors moi, ça m'intéresse, parce que ça a été un problème pour moi. Oui. Donc je crois que c'est un exercice mental de faire un pas en arrière et en même temps être proche des gens aussi, parce que ils veulent être compris par moi. Tu sais, ils veulent que j'ai de la compréhension pour eux et l'empathie aussi. Donc c'est un jeu mental, c'est comme un muscle d'être proche et de faire un pas en arrière en même temps. Et ou comment dire, un pas en avant et après le pas en arrière. C'est comme un muscle. C'est un entraînement mental. Bon, je profite que tu es là, parce que du coup, moi, en fait, je me suis aperçu qu'il y a une partie des groupes avec lesquels je travaille, voire même la majorité du temps, surtout en formation, je finis par vraiment les apprécier, ces gens. Je finis par vraiment les aimer, si tu veux. Mais les aimer au sens propre du terme, quoi. Vraiment de l'affection pour eux. Et ça m'a déjà joué des tours. J'ai déjà eu des problèmes avec mon donneur d'ordre qui me dit mais c'est pas possible, vous pouvez pas aussi proche d'eux, c'est-à-dire en plus ils ont raison, je vois qu'une partie de la réalité, je vois pas l'autre partie de la réalité. Je m'y suis laissé prendre, je dirais 2 ou 3 fois et chaque fois quand je fais mon retour en arrière, j'arrive pas à voir où est-ce que je suis allé trop loin, où est-ce que j'étais trop proche d'eux.
qui est un grand bénéfice pour eux, mais pas que, parce que finalement, je me suis aperçu que ça validait certains de leurs comportements ou certaines de leurs idées, alors qu'en fait, j'ai pas à les valider ni à les invalider. J'ai juste à les écouter et puis à leur poser la question de ce qu'ils veulent faire avec. Mais ce première, comment est-ce qu'on dit, impulsion Mhm. de les aimer et puis d'être avec eux, c'est Oui. très très Mhm. fort. Et ça, je sais pas, absolument pas comment m'en Mhm. défaire, quoi. Ouais, et ça, c'est quelque chose, et je crois que nous, toi et moi, on le fait souvent ensemble quand on discute les cas qu'on a pour faire une sorte de supervision et de dire, ah là, j'ai un problème. Parce que je crois parfois, on doit vraiment trouver une autre approche vers un système. Et pour ça, c'est très utile de discuter parfois avec un collègue et demander est-ce que tu peux jeter un coup d'œil sur ce cas-là. Je ne sais pas quoi faire en ce moment. Et ça m'arrive comme toi, comme tu le décris. Aussi, je peux pas dire que j'ai toujours une bonne solution et que je peux toujours avoir mon muscle entraîné Ouais. au bon moment. J'ai aussi besoin de réfléchir avec quelqu'un d'autre aussi. Ouais. Et c'est pour ça que c'est un travail assez demandant et dur. Et je crois que parfois nos clients ne le réalisent pas ce qu'on doit faire dans l'arrière-plan. Et parfois, je peux te dire, je vis aussi un peu avec le système. Parce que quand je m'identifie avec le système, j'ai aussi des résonances émotionnelles et je réalise, c'est peut-être ça qui les fait souffrir, parce que je suis tellement proche, mais je dois aussi faire une distance réflexionnelle mais aussi une identification. Et ce que tu fais, c'est une grande qualité que tu as aussi, je crois. Et discuter avec un autre consultant après, ça aide à faire le pas en arrière. À reprendre la distance. Et c'est pour Oui. ça, je pense d'ailleurs que c'est obligatoire dans certaines fonctions. Les psychologues, les psychothérapeutes doivent souvent passer par là. Il est souvent recommandé qu'ils aient des supervisions. Les coachs aussi, entre parenthèses. Oui. Donc, ce que je fais, mais c'est vrai que pour la formation, je l'ai jamais fait. Alors, du coup, on l'a fait un petit peu maintenant pendant le podcast. Alors, Voilà. j'ai fait ma petite supervision avec toi. Du coup, on a passé un peu par la vie du consultant behind the scenes, un petit peu nos difficultés à nous. Ouais. Si on revient aux outils que toi tu as développés, que tu développes dans le coaching d'équipe, dans la médiation, maintenant moi si je suis manager dans une entreprise, si je suis collaborateur dans une entreprise, comment est-ce que je peux ou quels outils est-ce que je peux prendre pour me faciliter la vie, pour améliorer la collaboration autour de moi? Alors un outil, c'est comme le nôtre, c'est écouter. Parce que nous croyons, comme leader ou manager, nous croyons de devoir tout savoir. C'est pas vrai. Il faut que j'écoute, que j'ai une bonne relation avec les gens, qu'ils sont capables de venir vers moi s'ils ont des problèmes. Donc, une culture de communication assez transparente. Et aussi, je crois, c'est bien de réfléchir parfois sur mon rôle et ce que je fais avec un coach. Moi, j'ai fait ça quand j'étais directrice de l'école. J'ai eu un coach aussi. Pas tout le temps, mais parfois. Si j'ai eu une situation difficile ou j'ai demandé à un coach qu'est-ce que je pourrais faire ou où est-ce que je suis ou demander aussi mes employés de me donner un feedback, être ouverte à ça et pas seulement formellement, mais vraiment être ouverte à ça. Ouais. C'est pas facile. Non. Mais on apprend énormément. Ouais. Donc en fait, donc deux choses, si j'ai bien entendu. La première, c'est demander un coaching ou prendre un coach. Alors, il y a des gens qui le feront eux-mêmes, qui diront, moi je suis directeur d'entreprise, etc., je demande un coaching.
Alors ça tombe bien, toi et moi on fait ça, donc les gens savent vous trouver des coachs parfaitement capables, n'est-ce pas? Mais en tant que collaborateur ou en tant que manager, on peut aussi demander à son département des ressources humaines de dire écoute, Mhm. sur ce point-là j'ai besoin d'un appui, c'est pas Mhm. forcément long, mais j'ai besoin d'un appui parce que, etc. Mhm. Donc ça peut être une approche aussi. La deuxième chose que tu dis, c'est demander du feedback aux collaborateurs. Alors, dans les grandes entreprises, il existe des outils, le 180, le 360, qu'on peut demander au département des ressources humaines. Mais, chers managers et chers collaborateurs dans votre entreprise, vous n'avez pas besoin d'avoir un outil compliqué. Vous posez 4 ou 5 questions. Vous distribuez ces questions sur un petit formulaire papier ou à des gens autour de vous, ils répondent, et puis vous avez vraiment une bonne source d'informations pour progresser sur vous. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on poserait comme question dans ce genre de questionnaire ou qu'on donnerait à son équipe, par exemple? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme question qui serait intéressante pour le manager à savoir? Hmm. Là, je dois dire, ça dépend aussi de la C'est situation. vrai, non, t'as Moi, raison. je ne suis Ouais. pas vraiment une grande amie des questionnaires ou Ouais. préfactionnés. Mhm. Je crois que c'est beaucoup plus intéressant de poser des questions qui sont vraiment importantes en ce moment. Mhm. Euh, Par exemple, si j'ai eu je crois que si on a une culture de feedback dans l'entreprise, on peut très facilement poser la question après ou à la fin d'une séance, comment est-ce qu'on a travaillé ensemble aujourd'hui? Comment est-ce que vous avez apprécié ma manière de guider dans le meeting qu'on a eu? Mhm. Donc, je crois que établir une culture de feedback, elle peut être tous les jours, elle peut être présente. Je crois qu'il faut poser les questions qui sont vraiment Mhm. importantes en ce moment, parce que Mhm. demander oui, est-ce que la culture est assez transparente? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Mhm. souvent les questions sont si peu claires où tu sais, quand tu n'es pas vraiment intéressé, tu fais clic, clic, clic et ça ne donne pas vraiment. Un résultat Ouais, intéressant. Ouais. ouais. Mhm. Ouais. Non, c'est juste, c'est vrai. Mm. Ouais, ouais. Donc, le coaching 360. euh, Comment est-ce que je peux développer l'écoute? Moi, je suis collaborateur, je suis assistant en comptabilité dans une PME où il y a 50 personnes. Qu'est-ce que ça veut dire écouter pour moi, en fait? Mhm. Alors là, dans les entraînements de leadership et de communication, je fais souvent des exercices d'écoute active que Mhm. tu connais. Euh, et c'est quelque chose qu'il faut expérimenter. Et par exemple, dans mon entraînement de médiateur, on a fait des heures d'exercices d'écoute. Et il y a des techniques aussi, et reframing, etc. Faire des résumés de ce que l'autre a dit. Donc, il faut l'apprendre comme on apprend à calculer dans l'école. Donc, il n'y a pas de miracle. On n'a pas su Zut! calculer dans la première classe déjà Ouais, c'est les juste. multiplications et des calculations compliquées. Donc, il faut de la patience. Et comme un de mes grands maîtres a dit, après 10 000 heures, tu le sauras assez légèrement. Mhm, mhm. Donc, Ouais, 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 expérience. Mhm. ouais. C'est un muscle. Oui, voilà. C'est un autre muscle. Mhm. Bon. Et d'ailleurs, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce que nos écoles n'apprennent pas à nos enfants à écouter. Oui. Mhm. Ça, c'est une autre question. Alors, Ouais. toi, tu étais directrice à un niveau beaucoup plus haut, mais c'est vrai qu'on peut se poser cette question-là. Ça fait partie tellement d'une compétence de base qu'on pourrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce que c'est pas renforcé au moins par l'école, même si c'est pas enseigné par l'école. Mais ça, c'est un autre sujet. Un autre sujet. Par rapport à ce qui est médiation et coaching d'équipe, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voulais mentionner qui te semble important avant qu'on conclue l'entretien? Non, je veux juste dire que c'est un travail passionnant parce que chaque situation est différente et c'est pour ça que je l'aime. Parce que j'ai Mhm. toujours quelque chose à découvrir, ça m'ennuie jamais.
Ça, je peux dire. Super. Merci beaucoup, Suzanne, pour l'entretien. Merci d'avoir participé. Avec plaisir, Vincent. C'était comme chaque fois avec toi très, très intéressant et très inspirant. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis au prochain épisode, à la semaine prochaine. Ciao!